Bienvenue à tous dans cet nouvel épisode de la saison 5 des CMDA Live. Je suis avec deux nouveaux invités. Je vais laisser le soin à eux de se présenter à vous. Donc, on va commencer par la dame, Abiba. Merci Céline. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Abiba Chrif. Je suis de la Tunisie. Moi, je suis en fait digital marketer. Je suis actuellement enseignante universitaire en marketing digital. J'ai fait 2 ans chez Jumia en tant que directrice marketing et en tant que responsable réseaux sociaux sur Jumia Food Afrique. Voilà, je suis passionnée par le digital et voilà. Ça marche. Stevie. Ok. Bonjour à tous, moi c'est Stevie Wallace, je suis béninois, je viens du Bénin et je suis donc chef service communication digitale au niveau de la présidence du Bénin. Je suis consultant en communication numérique, en CRM et en marketing. Voilà. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir et salut Aviva. Salut Céline. Ça marche. Alors, première question que je vais poser à Abiba. Comment est-ce que tu peux définir simplement un bad buzz? Bon, déjà, est-ce que tu peux définir un buzz et définir un bad buzz? Ouais, en fait, si on va parler de buzz, c'est quand vraiment on fait quelque chose qui fait parler, c'est soit ça a un rapport avec une tendance ou sujet. J'ai bien déterminé que la communauté va suivre. Après, un bad buzz, moi, je peux le définir en deux choses. Soit une campagne en fait publicitaire qui est sujet de bad buzz et que les gens ils vont critiquer ou ça va toucher à un point négatif. Ou bien c'est un sujet, c'est une expérience d'un client qui est mécontent par rapport à un produit ou un service d'une entreprise ou autre. Voilà. D'accord. Alors, Stevie, au Bénin, est-ce que les marques rencontrent beaucoup de bad buzz sur leurs produits ou sur leurs services ou sur leurs fondateurs, leurs dirigeants, d'après toi? Oui, oui, au Bénin, on a un peu de bad buzz hein, comme dans le pays de lieu. On en a eu déjà même avec Nana Wax, je pense que j'en ai déjà parlé. On a eu avec des marques moins connues aussi, soit du fait de l'absence même des fois sur les réseaux sociaux ou du fait de leur manque de professionnalisme, notamment dans la gestion de leur communication digitale ou du défaut de l'approche avec laquelle un nouveau produit a été lancé. Voilà. Donc, c'est aussi bien courant au niveau des entreprises, des marques, qu'au niveau même des institutions de la République, des fois du gouvernement, du fait d'une campagne politique ou d'une action politique. Voilà, c'est vraiment aujourd'hui aussi bien le secteur public que le secteur privé et même des fois des individus, donc liés à la notion de e-réputation. Ça dépend vraiment du sujet qui subit le bad buzz. Voilà. D'accord. Alors, Abiba, lorsqu'un bad buzz survient sur une marque, quelles sont les techniques ou les méthodes que tu donnerais à un CM pour sa gestion? Est-ce qu'il faut établir un schéma de gouvernance? Est-ce qu'il faut publier un communiqué de presse? Est-ce qu'il faut se taire? Est-ce qu'il faut se cacher? Ou alors est-ce qu'il faut rapidement monter au créneau? Quelles sont deux, trois astuces que tu as eu à observer ou à même à mettre en place pour gérer la diffusion ou la propagation d'un bad buzz? En fait, quand on rencontre un bad buzz et connaît un CM ou un responsable marketing, la première chose qu'il faut faire, c'est ne pas répondre très rapidement. En fait, il faut se patienter, rester même quelques heures à réfléchir, à voir qu'est-ce qui se passe. Il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit qu'un de vos fans il va vous défendre, en fait, ou plusieurs de vos fans ils vont défendre vous comme marque, ou bien il y aura quelque chose, en fait, au cours de la journée, un autre buzz ou bad buzz qui va, en fait, camoufler l'information et elle passera inaperçue. Ça, c'est un. Deuxièmement, il ne faut pas justement ne rien faire. Si on va pas répondre trop rapidement, il faut fait de en
donc on doit bien sûr s'excuser. Si par exemple le post il n'a pas plu, si on a partagé quelque chose sur les réseaux sociaux et que le post n'a pas plu à une grande majorité de personnes, on peut même supprimer le post et s'excuser à notre audience. Et aussi, il faut pas penser que un bad buzz c'est terminé après quelque chose. Ça veut dire même si, exemple, on va supprimer ce post-là, il y a sûrement quelqu'un qui a pris une capture d'écran de ce post-là et donc qui va encore et encore le diffuser sur les réseaux sociaux. Donc il faut tout le temps être en veille pour voir ce qu'on dit par rapport à nous, même si on s'est excusé, etc. Mais on doit tout le temps se suivre et être tout le temps en veille pour voir qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce que les gens disent à propos de nous. Et bien sûr, il y a d'autres choses à voir, mais peut-être je laisse Stevie donner quelques autres astuces par rapport à ce sujet-là. Stevie, des astuces? Oui, je pense que, enfin, si je peux rebondir sur ce que Abiba a dit, je pense que la gestion du bad buzz doit être aussi quelque chose de planifié. C'est-à-dire qu'en tant que marque, en tant qu'entreprise, en tant que personnalité ou organisation, on doit prévoir aussi dans notre stratégie de communication l'éventualité des bad buzz. Et même en amont, pouvoir faire des simulations pour voir est-ce que quand tel bad buzz interviendra, comment est-ce qu'on réagit. Donc, être dans l'anticipation. Parce qu'on dit souvent mieux vaut prévenir que guérir. Du coup, il faut déjà en amont anticiper ça et avoir des mécanismes en interne. Je pense que c'est pour une entreprise qui se respecte. Déjà savoir quand il y a un bad buzz, qui prend la parole. Il faut qu'il y ait idéalement une seule personne qui soit la référence pour communiquer, par exemple, au niveau de la presse ou en ligne, voilà, avoir une tonalité. Et pour ressortir il y a 2 ans, il y a 3 ans. Il faut vraiment d'être transparent envers sa communauté. Il faut aussi prendre le temps d'évaluer donc l'ampleur du bad buzz pour voir si est-ce que c'est déjà sur tous les réseaux sociaux, qui sont les acteurs principaux qui font la diffusion du message, donc qui relaient le bad buzz. Est-ce qu'on a déjà une base de données d'influenceurs avec qui on travaille en amont qui peuvent éventuellement atténuer avec nous le bad buzz, la gestion du bad buzz. Donc ça suppose qu'en amont, on a déjà créé une bonne communauté avec des influenceurs, des personnes qui parlent. Parce que vous savez, en général, les gens sont plus ouverts aux critiques qu'aux encouragements. Sur Internet, les gens félicitent moins qu'ils propagent des rumeurs. Voilà. Donc, si en amont, vous n'avez pas déjà une communauté forte ou des influenceurs qui ont de la valeur dans leur communauté et qui peuvent endosser aussi un peu avec vous le bad buzz, vous êtes vraiment un peu en guillemets dans la merde, si je peux utiliser ce terme. Donc, les gens à anticiper le bad buzz en gardant l'esprit aussi que, comme je le dis souvent, que le bad buzz n'a pas que des inconvénients. Voilà. Voilà. Le bad buzz, dans tous les cas, on parle de vous. Il y a des marques qui ont été connues d'abord à cause des bad buzz. Voilà. Ouais. Et le bad buzz peut vous faire rebondir même sur votre marque, sur votre chiffre d'affaires, sur votre image, en fonction de la gestion donc, que vous en faites. Voilà. Donc, c'est vraiment avoir une approche professionnelle de la chose, une approche humaine, reconnaître son tort, identifier les foyers en ligne, présenter des excuses s'il le faut et montrer après quand le bad buzz finit. Parce que dans tous les cas, même si ça dure des jours, ça finit toujours par s'estomper. C'est comme Abiba l'a dit, il faut penser à qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on montre aux internautes ou à notre communauté que vraiment on a pris en compte leurs remarques, on s'est trompé, ou qu'on s'améliore, ou qu'on lance de nouveaux produits, ou qu'on retire même des produits qui n'ont pas été bien reçus, voilà, etc. Ouais. Il faut vraiment qu'il y ait une approche pérenne de la gestion du bad buzz. Parce que après, quand vous êtes dans une chaîne de bad buzz régulier, c'est pas forcément intéressant pour votre produit, votre projet ou votre marque. Et si je pourrais rebondir ici, qu'il faut il faut pas taper trop fort en fait. Si on prend l'exemple ici de Barbara Streisand, quand le photographe il a photographié il a pris en photo sa maison et elle a pris en alors que elle a juste pas, elle a raté cette photo ou bien elle a pas genre comment dirais-je,
elle a pas pris en justice ce photographe-là. Elle aurait passé inaperçue. Ouais. Comme Sylvie il a dit, un bad buzz, il peut te monter en notoriété, il peut te ramener plus de visibilité qu'une information normale, qu'un buzz normal, en fait, qu'un bon buzz. Exactement, oui. Moi, j'aime beaucoup l'effet stressant parce que c'est vraiment un cas d'école, en fait, Ouais, dans la gestion des bad ouais. buzz et de l'influence. Donc, du coup, une autre question. Est-ce que vous pensez que les marques africaines ou les institutions africaines impliquent des influenceurs dans leur stratégie? Est-ce que vous pensez qu'il y a davantage d'implication des influenceurs, que ce soit en Tunisie ou au Bénin? Pour stratégie dans les communication. Qui commence? Ah. Ma question était si c'est dans la Est-ce que les stratégie marques, est-ce que les de marques, en fait, communication en est-ce que général. les, ouais, non, est-ce que non, quand il y a, par exemple, bon, oui, en général déjà, mais est-ce que lorsqu'un bad buzz survient, est-ce que vous voyez la patte ou la présence des influenceurs qui viennent soutenir la marque lorsqu'il y a un bad buzz? Ben, franchement, le cas de la Tunisie, Ouais. ben, les marques, ils collaborent de plus en plus avec les influenceurs, oui, mais je vois pas, j'ai pas vu, franchement, moi, personnellement, j'ai pas vu d'influenceurs ou beaucoup d'influenceurs qui défendent la marque quand elle est sujet de bad buzz. Ouais. Peut-être un ou deux, mais généralement, non. Parce que, par exemple, en Tunisie, on vit vraiment presque, si je dis pas chaque semaine, tu vois. Cette semaine, il y a eu je pense, un buzz, ou la semaine dernière, il y a eu un autre bad buzz. Donc, surtout avec la période du Covid, etc., on a pas mal de bad buzz. Donc, voilà. Mais vendre les marques, franchement, je vois pas souvent ça en Tunisie. D'accord. Mais je pense aussi que, en fait, dans le marketing influence, je ne vais pas dire que c'est une notion nouvelle, mais c'est une nouvelle approche qu'adoptent les marques. Parce qu'au début, elles pensaient toujours marketing traditionnel ou inonder les réseaux sociaux sans vraiment prendre en compte la valeur ajoutée des influenceurs. C'est aujourd'hui une Ouais. notion qui est de plus en plus en vogue puisqu'elle est mesurable et elle est impactante. De ce que moi je vois ici aussi au Bénin et dans la sous-région, c'est que les marques ont commencé déjà à faire le pas à travailler avec des Ouais. influenceurs pertinents, et qu'en général, les influenceurs ne se mouillent pas, entre guillemets, vraiment quand il y a tu prends position Ouais. en aval, c'est vraiment c'est gris. Parce que dans tous les cas, la marque va rebondir. Voilà, en sortant du ou en des acteurs culturels ou sportifs s'associent à des politiques ou des élections. C'est pas toujours bien vu en fait. C'est un choix qu'ils font, mais c'est pas Ouais. toujours bien vu de leur communauté. Voilà, donc c'est vraiment, je pense, un couteau à double tranchant sur lequel les influenceurs font attention et essaient de dire, bon, de toute façon, je ne suis pas en campagne de gestion de bad buzz, donc du coup, voilà. Et de ce que moi je remarque, sauf si vraiment à titre individuel, ils décident peut-être de faire un tweet pour dire non, voilà, c'est quand même une marque qui nous a fait ci, etc. Voilà. Mais sinon, Ouais. en général, les influenceurs sont plutôt modérés Ou, dans, dans, dans Ou cette par démarche. contre, ils peuvent être sujets, eux, en fait, ils peuvent, eux, créer le bad buzz ou demander de boycotter une marque. Le cas en Voilà, Tunisie, il y voilà. a eu une influenceuse très connue qui a demandé, en fait, à sa communauté de boycotter une marque. Elle a créé le buzz, elle a créé le bad buzz parce que, tout simplement, la marque, elle a utilisé son nom. En fait, au départ, ils ont signé qu'ils vont collaborer ensemble. Après, l'influenceuse, elle voulait plus collaborer avec eux. Et pourtant, la marque, elle a utilisé son pseudonyme comme influenceuse pour le lancement de sa gamme de produits. Et du coup, la marque était sujet de bad buzz parce que l'influenceuse, elle a tapé trop fort. Et elle a eu aussi le support de presque tout toutes les influenceuses ici en Tunisie. Donc, tu as tout le monde qui utilise le hashtag boycott le nom de cette marque-là. Ouais. Et bon, ça aussi, ça peut vraiment, ça peut être très négatif pour
D'accord. Automatiquement, du coup, les gens vont suivre ça et ça va faire un gros bad buzz pour l'entreprise. Et tu ne verras pas d'autres influenceurs, franchement, comme elle ou voilà, venir demander ici, c'est vraiment ce qu'on constate. Il faut, je pense qu'avec la maturité du marketing d'influence dans le pays, peut-être que ça arrivera où des influenceurs prendront vraiment à bras le corps le pas de marque. Il faut vraiment que derrière la marque soit un soutien inconditionnel de cet influenceur parce que sinon, je pense que c'est vraiment délicat. Ouais. Alors, on va bientôt terminer notre épisode sur le bad buzz avec une question. Vous avez récemment vu le hashtag comme Black Lives Matter. Beaucoup de marques ont voulu vite réagir sur ce hashtag en voulant se positionner comme étant une marque qui défend les Noirs. Sauf que quand on regardait leur bureau dirigeant, on ne voyait aucun ou alors aucune personne de couleur. Donc, certaines marques ont Ouais. malheureusement eu un bad buzz. Donc, est-ce qu'il faut toujours, pour une marque, surfer sur des hashtags comme ça ou sur des mouvements, sachant pertinemment que peut-être elles ne partagent pas des valeurs, elles vont juste faire du newsjacking et malheureusement, elles vont se créer des bad buzz inutiles, j'ai envie de dire. C'est Ouais. ça. Je pense que si je peux répondre peut-être. Ouais. Moi j'ai vu un trade de Diane Audrey qui a fait un trade sur ça, je crois, où elle avait recensé un peu la présence des Noirs un peu dans les conseils d'administration, dans les boards de plusieurs entreprises du CAC 40 et dans le monde. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, même dans une bonne quinzaine ou vingtaine, je ne sais plus, il n'y avait vraiment aucun Noir ou aucune personne de couleur dans ces entreprises-là. Changer leur photo de donc, je pense que chaque entreprise a dans son ADN des valeurs que les internautes connaissent en fait. Et Mhm. avec Internet aujourd'hui, il y a très peu de choses qu'on peut cacher. Ouais. On connaît à peu près les positionnements des marques, le temps utilisé par des dirigeants d'entreprise, etc. Donc, c'est pas évident enfin, c'est maladroit, je dirais, de feindre ou de pas surfer sur une actualité aussi importante que celle de Black Lives Matter. Et donc, je pense que c'est pas toujours utile de toujours vouloir surfer sur tous les buzz ou tous les buzz en cours parce que justement, vous devez rester fidèle à votre ADN. Il y a par exemple des marques qui sont dans la provocation et qui l'assument. Et c'est connu comme ça. Voilà. Mhm. Il y a des organes de presse en France qu'on connaît aujourd'hui qui sont dans et de la provocation et ils sont connus comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, si par exemple eux rebondissent sur des sujets comme ça pourrait peut-être plus se passer plutôt qu'une marque qui est plutôt, je sais pas, dans une approche peut-être plus religieuse ou dans une approche plus fédératrice, voilà, etc. Donc il faut toujours se replier sur l'ADN de l'entreprise Ouais. et attendre plutôt le bon moment que de vouloir surfer en termes de quantité sur tout ce qui bouge. Voilà, c'est pas quelque chose que moi je conseillerais pour ma part. Voilà. Bah, D'accord. moi aussi, en fait, je pense que, et je le dis souvent, qu'il ne faut pas tout le temps surfer dans tout ce qui se passe. Donc, c'est pas parce que c'est un buzz, c'est que moi, comme marque, je dois surfer sur ce truc-là et je dois publier un post concernant ce sujet-là. Si le sujet-là, il va avec mes valeurs comme marque, oui, je peux surfer sur ce buzz-là, mais Ouais. intelligemment. On ne surfe pas sur un buzz juste pour le faire. On doit avoir un message derrière qui est un message intelligent et ciblé et bien présenté. En Tunisie, on a vécu en fait la semaine dernière, je pense, un cas pareil de bad buzz créé par une marque d'hygiène féminine qui a en Mhm. fait posté une photo d'une femme blonde avec des yeux en fait des yeux bleus ouverts et en fait elle a juste photoshopé son visage en créant en fait des de quoi en fait Ouais. une marque le hashtag Black et toutes les femmes et en fait les Tunisiens message-là, ils l'ont jugé comme message qui n'a pas été bien fait et même raciste à un certain moment, qui n'ont pas bien rebondi sur ce buzz-là, Ouais. etc. Et du coup, la marque, elle a supprimé ce post-là. Elle a par la suite posté un autre post avec réellement des visages tunisiens
mais de couleurs différentes. Et elle s'est excusée. Elle a dit que nous, en fait, on n'a pas voulu être méchant en diffusant le premier post. On voulait juste montrer qu'on a une marque ouverte et destinée à toutes les femmes, peu importe la couleur, etc. Donc, en fait, quand ils se sont excusés, ils ont plus ou moins atténué la tension sur les réseaux sociaux par rapport à ce sujet-là qui est très délicat. Et voilà, mais ils doivent en fait continuer tout le temps à faire la veille et à ne plus reproduire, surtout quand on touche le sujet de racisme. On peut plus, en fait, on peut plus vite effacer ce bad buzz-là de la tête des internautes. Donc, on doit bien réfléchir avant de rebondir sur un sujet bien aussi important que ce sujet-là. D'accord. Alors, on va terminer avec une dernière question pour notre épisode. On a tous subi, malheureusement, la COVID-19. Beaucoup de marques ont mis en avant le concept de ce qu'on appelle la brand utility. Elles se sont mis au service de leur communauté pour apporter des conseils, des informations pratiques pour les mesures médicales et sanitaires. Comment est-ce que vous avez jugé, vous personnellement, dans votre environnement respectif, cette brand utility? Je commence par Stevie. Moi, je perçois vraiment la période du Covid comme une opportunité. Ouais. Franchement, parce que ça nous a permis à tous de nous remettre en cause, notamment nos rapports avec les autres, la gestion quotidienne qu'on fait de nos activités professionnelles. Moi, j'ai été heureux, choqué et surpris de voir qu'aujourd'hui, il n'y a plus comment ça s'appelle, de conférences de chefs d'État où on voyage tous, Ouais. voilà, où on dépense beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il y a des décisions qui ont été prises à travers des réunions de vidéoconférence, peut-être à moins de coûts, qui auraient été prises par le passé en période hors Covid où il fallait tous voyager. Voilà. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme qu'apporte ce coronavirus, même sur les canaux. En tout cas, c'est pas exemple sur les canaux du gouvernement à nous. On a eu le triple de trafic en cette période de Covid parce que justement, les gens veulent des informations. Et donc, du coup, c'est tout bénéfice pour nous. Où tous nos canaux aujourd'hui voilà, sont visités au quotidien. Les gens découvrent aujourd'hui nos canaux qui étaient en place depuis 3 ans où on communiquait. Donc, voilà, il y a un intérêt qui a été suscité du fait de la gestion de la Covid. Donc, voilà, je pense que c'est une opportunité. Les marques doivent profiter pour se réinventer, renforcer en capacité d'aide personnelle, les habituer maintenant aux outils de vidéoconférence, voilà, aux outils de gestion d'équipe, voilà, puisque tout le monde est aujourd'hui sur place en présentiel ou peut-être à distance, profite pour faire une introspection et faire un état des lieux de la marque, nos rapports avec notre communauté, voir si on a tous les mécanismes en place, notamment pour nos produits, nos ambitions. Et puis, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Profiter aussi pour ramener l'humain au cœur des marques ou au cœur des stratégies de communication parce que c'est au-delà du produit que vous vendez, c'est d'abord l'humain, le capital humain, voilà, ou impacté. Donc, c'est vraiment une opportunité à saisir pour les marques aujourd'hui. Et au-delà de ça, c'est aussi une opportunité pour les nations. Donc, on parle de nation branding. Après la crise, beaucoup de pays auront peut-être une image, je ne vais pas dire, seront affectés par la gestion de la COVID. C'est le moment aussi de commencer à mettre en place des stratégies de nation branding et considérer chaque pays comme une marque, en fait. Parce que la perception qu'on a des pays ne vient que du contenu qui est produit ou des différentes valeurs qui sont promues par les populations. Donc, c'est vraiment inviter chacun à saisir plutôt la crise comme une opportunité parce qu'en plus, on ne sait que ça va venir, ni combien de temps ça va durer. Donc, vraiment, on doit continuer à vivre. Donc, autant relativiser et rester optimiste dans la gestion de cette crise et faire confiance aux professionnels parce que la gestion d'une crise, c'est d'abord quelque chose de professionnel. La gestion d'une image, c'est d'abord quelque chose de professionnel. C'est parce qu'on est vraiment spécialiste de la gestion de la communication. Voilà, c'est ce que je dis. Voilà. Abiba, terminé. Par rapport à voilà, la Tunisie, en fait, deux choses qui sont très importantes. C'est la digitalisation. Donc, finalement, on a compris qu'en Tunisie, quand on est
dont l'obligation en fait de passer au digital pour les services publics, etc. Donc ça a été le cas et il a été fait par l'État et donc c'est possible. Donc j'espère que ça continuera sur certaines choses en fait pour éviter tout ce qui est queue, etc. Dans les en fait dans les voilà en dehors. Et aussi, la deuxième chose que j'ai remarqué, c'est le e-commerce. Parce qu'il y a eu beaucoup de marques qui sont passées à la vente en ligne et qui ont commencé à adapter ce truc-là parce qu'ils ont compris que en fait, suite à cette pandémie-là, on peut être coincé à la maison et c'est les marketplaces, c'est le service de vente en ligne qui est une des solutions pour continuer en fait à acheter des trucs, etc. Voilà, donc en fait ici en Tunisie, on est depuis un certain moment sorti du confinement, etc. Donc vraiment on vit un peu normalement avec quelques précautions en fait pour éviter qu'on revive la même chose. C'est un avantage pour marques, c'est une leçon en fait pour certaines marques pour être sur les réseaux sociaux, pour développer encore plus leur présence, que ce soit à travers le site, à travers les réseaux sociaux ou autres. Donc j'espère qu'on ne revient pas en arrière, on continue à en fait dans cette digitalisation de plusieurs secteurs, plusieurs marques aussi. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci pour vos interventions sur cette thématique. Je rappelle que vous pouvez suivre nos invités sur les réseaux sociaux, suivi voilà, sur Twitter, sur LinkedIn, Abiba Sharif, également sur LinkedIn. Vous pouvez également continuer à interagir avec eux si vous le désirez pour avoir plus d'informations concernant la e-reputation, la gestion des bad debts. Moi, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour un autre épisode de la saison 5 des CMDA Live. Au revoir. Au revoir. Merci.